Bonjour à tous et bienvenue sur Talks. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous retrouver pour vous parler de musique de film. Nous recevons aujourd'hui Elisabeth Anscuter, compositrice, conférencière, mais également secrétaire générale adjointe à la communication de l'UCMF. L'UCMF étant l'Union des compositeurs de musique de film. Elisabeth est également commissaire à la SACEM à la formation professionnelle. Aujourd'hui, lors de cet échange et de cette intervention TEDx, elle va vous parler de comment la musique embobine l'oreille. Bonne écoute à vous. Bonjour, mon propos est de vous parler de l'élément invisible au cinéma, d'un scénario bien particulier, qu'on entend plus ou moins, qu'on écoute parfois, et qui dans tous les cas a un vrai impact émotionnel, à savoir la musique de film. Bonjour, mon propos est de vous parler de l'élément invisible au cinéma, d'un scénario bien particulier, que l'on entend parfois, que l'on écoute peut-être, et qui dans tous les cas a un vrai impact émotionnel, à savoir la musique de film. Comme vous l'avez constaté, j'ai répété 2 fois la même phrase, et pourtant, dans chacune d'elles, l'atmosphère était différente. La première, j'ai composé une petite musique, plutôt de comédie, où on peut se dire que cette intervention, tiens, elle risque d'être plutôt légère, avec de l'humour. La deuxième, par contre, c'est une musique un peu plus lourde, un peu plus romantique, où l'atmosphère est différente et où on ne s'attend pas forcément à voir cette légèreté qu'il y avait dans la première musique. Eh bien, voyez-vous, c'est comme ça qu'elle fonctionne, la musique de film. Elle nous manipule, elle nous embobine l'oreille, elle nous emmène à l'autre bout du monde, elle nous terrorise, elle nous fait rire, elle nous fait peur, elle nous fait pleurer, elle anticipe l'action ou bien elle l'explique. Si dès l'invention du cinématographe, les musiques accompagnent les films muets pour, entre autres, couvrir le bruit du projecteur et aussi appréhender le silence des images, les musiciens, eux, comprennent très vite qu'elle a un impact direct sur le spectateur. Alors ces musiciens, ils commencent à improviser, à écrire des musiques qui collaient aux images et qui pouvaient traduire les diverses émotions que le spectateur était censé traverser. Il y avait des musiques d'amour, il y avait des musiques de guerre, il y avait des musiques romantiques, il y avait des musiques de tristesse, il y avait tout ça. Et petit à petit, c'est comme ça que le métier de musique de film, de compositeur de musique de film, est né. À partir du parlant, notamment, c'est-à-dire à partir de 1927, ce métier va devenir vraiment un métier. Toutefois, il ne s'agit pas d'être un bon musicien, ni même un bon compositeur pour pouvoir faire de la musique de film. Il faut aussi comprendre l'image, savoir la déchiffrer, savoir si elle a besoin d'une deuxième, d'une troisième dimension, de lui donner du relief, de l'épaisseur. Et surtout, et avant tout, il faut bien écouter le réalisateur. Alors, on va prendre un exemple. Je vais vous montrer 2 fois le même générique dont j'ai composé la musique d'un film encore en devenir. Pour décrire mon travail, il s'agit donc de mettre en musique une histoire d'amour. Le film s'appelle Ghosting. C'est donc une histoire d'amour qui finira mal, en fait, et dont le personnage principal ne se remet pas. Alors, je vous montre les images telles qu'elles m'ont été données, à savoir sans bruit. Et je sais que par rapport au scénario, qu'il n'y aura pas de bruit de ville, ou en tout cas, elles seront vraiment suffisamment ténues pour que la musique prenne toute la place. Bon. On voit donc un jeune homme qui marche dans la rue. Son pas est assez tranquille, il semble savoir où aller, il écoute de la musique, en tout cas, il a des écouteurs dans les oreilles, et bon, il ne se passe pas grand-chose. Alors que faire dans un générique comme ça? Je sais bien que c'est une histoire d'amour qui va finir mal, mais en attendant, le générique, lui, il est plutôt neutre. Donc, est-ce que je vais faire une musique légère? Après tout, la fille, il ne l'a pas rencontrée, il ne l'a pas encore rencontrée, et il ne sait pas encore qu'il va rencontrer une fille qui va lui briser le cœur, et le spectateur non plus, même s'il se doute que c'est une histoire d'amour, on ne sait pas encore quand ça commence. Bon, alors voici le premier générique.
Voici donc ce premier essai de générique. Mon argument pour le réalisateur, c'était que cette action se situe dans le présent, c'est pas un flashback. Elle met en lumière une certaine nonchalance, c'est l'été, tout va bien, il n'y a pas de virus dans l'air. Et puis la musique accompagne aussi parfois les pas du personnage. Et il me dit non, 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 ça va pas du tout, du tout, du tout, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je veux. Je veux qu'on sente dès le départ qu'il y a un drame. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux dire par un drame? Ben, un drame, c'est-à-dire qu'il veut une musique qui soit plutôt romantique et où il y ait de la solitude, où on sente la solitude du personnage. Bon, et ben, ça veut dire que je vais mettre des cordes déjà, on va mettre un tapis de cordes pour tapisser l'ambiance. Et puis, un instrument de musique qui aide bien pour la solitude aussi, c'est le piano. Pas un piano qui joue tout le temps, mais un piano qui égrène des notes de ci, de là. Ça, c'est assez pratique. Et surtout, je dois faire abstraction du fait que le personnage marche et de tenir compte des pas qu'il fait. Je dois plutôt anticiper l'histoire. La musique doit anticiper tout ce qui va se passer, que après le générique, on va vraiment comprendre qu'en fait, le personnage va vivre quelque chose de douloureux. Alors voici maintenant la musique originale. Voilà, c'est donc la musique qui sera retenue parmi 7 autres thèmes que je lui avais proposés et qui ont donné lieu à des grosses discussions autour, ce qui est complètement normal dans le métier. Maintenant, prenons un autre exemple. Vous prenez ça se passe dans la rue, un homme et une femme se regardent, ils sont face à face. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Si vous ne voulez absolument pas influencer votre spectateur, ne mettez pas de musique. Ne mettez pas de musique du tout, comme ça, il pourra se demander tout et son contraire selon le thème du film, selon le titre du film, selon tout un tas de critères. Et même les bruitages, il faudra faire attention à ce moment-là, si vous ne voulez vraiment pas influencer votre spectateur. Sinon, si vous mettez une musique romantique, on va penser qu'ils vont tomber amoureux. Si vous mettez une musique de suspense, une musique de peur, pas très agréable à écouter, qui nous met dans un stress, à ce moment-là, c'est évident qu'on va pouvoir penser qu'il va leur arriver un drame, ou bien que l'un des deux est un meurtrier. Si vous mettez une musique de comédie légère, bon, ben, vous avez déjà l'explication de ce que ça va donner. C'est aussi comme ça qu'on sait si on va aimer un film. Vous n'avez pas remarqué, quand vous regardez le générique d'un film, c'est assez souvent qu'on peut se dire oh, non, je n'ai pas envie de regarder ce film-là, ou bien non, pas pour aujourd'hui, ou bien non, je ne suis pas d'humeur, ou bien au contraire, ah tiens, voilà, ah ben alors là, c'est un film qui commence bien, j'ai envie de voir ce genre de film, parce que la musique va complètement nous immerger dedans. Les images et la musique, c'est évident, c'est une osmose entre les deux. Mais sur des images neutres, c'est vraiment la musique qui peut vous donner l'envie ou pas de continuer à regarder ce film. Maintenant, quelle est la couleur orchestrale qu'on va donner une musique, c'est-à-dire les arrangements ou bien l'orchestration qu'on va mettre avec une musique? C'est important parce que toute l'ambiance, toute la couleur dont je parlais va complètement nous influencer aussi. Est-ce que vous pouvez imaginer Dark Vador dans la Guerre des Étoiles, dont le thème serait joué par une flûte à bec et une jolie petite harpe dessus qui accompagne? Vous voyez, ça paraît juste ridicule. Pour un thème comme Dark Vador, il faut des cuivres bien sonores, il faut des basses, il faut des contrebasses, il faut des violoncelles, il faut vraiment toute cette lourdeur vraiment martiale qu'implique le personnage de Dark Vador. Et maintenant, les musiques de peur. Elles sont intéressantes à faire, celles-là.
Et c'est pas très facile parce que il faut que le spectateur ne soit jamais rassuré sur ce qu'il va voir. Ça paraît être une vérité comme ça, mais en fait, il faut que la musique ne soit pas rassurante. Alors, il y a pas mal de techniques. Là, j'ai envie de vous parler du générique d'Alien, ce film absolument terrorisant de Ridley Scott, dont Jerry Goldsmith a fait la musique. Grâce à des techniques orchestrales, Jerry Goldsmith va faire jouer ses instruments de telle façon qu'on ait l'impression d'entendre comme des grouillements d'insectes. Et ça, le corps humain, les grouillements d'insectes, je vous promets, il n'aime pas du tout. Donc il y a déjà comme un petit stress qui se met parce que de toute façon, le corps ne va pas aimer. Après ça, il peut mettre des instruments, il peut demander à ses instruments, par exemple, de souffler dans leur instrument, mais sans émettre de son. Il y aura juste le vent qui passe et ça donne un climat vraiment particulier qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Maintenant, on va faire des musiques pas très tonales, mais plutôt des musiques qu'on appelle atonales, c'est-à-dire où on n'aura pas les repères qu'on peut avoir d'habitude quand on écoute une musique ou quand on écoute la radio. Et notamment, on peut aller puiser dans ce qu'on appelle des musiques contemporaines, certaines musiques contemporaines en tout cas. Et puis, il va aussi faire le jeu du silence. Tous les orateurs savent qu'il n'y a rien de tel qu'un silence pour relancer une salle. Alors tout d'un coup, on voit un personnage qui marche dans un couloir et on va mettre un silence. Et là, l'oreille va attendre, va attendre de savoir ce qui va se passer pour pouvoir se rassurer. Parce qu'on a ça, le corps humain, on a toujours envie d'être rassuré. Alors nous, avec la musique, on va tout faire sauf vous rassurer. Donc on peut mettre un silence avec ou une résolution qui soit très forte, comme un gros coup qui peut faire sursauter le spectateur, ou bien au contraire, ces tapis de cordes dont je vous parlais, un tapis de cordes dans le fond, un fond sonore, mais un peu vaseux, un peu lourd, qu'on n'entend pas très très bien, mais qui est là quand même, et qui va faire que déjà on ne va pas se sentir à l'aise parce qu'on ne sait pas ce tapis sonore, ce qu'il y a dessus, c'est un peu comme si on marchait sur un sol mouvant sur lequel on n'a pas de prise. Et puis après, on va mettre ou des sonorités ou des mélodies qui vont être différentes et qui vont apporter un coup d'aigu qui ne sera pas forcément celui qu'on attendait pour faire durer éventuellement le suspense. Une fois qu'il y a résolution du suspense, on peut faire une musique plus forte et peut-être plus évidente, mais en tout cas, toutes les musiques de suspense, si vous passez par Hitchcock, entre autres, pour les écouter, elles sont toutes comme ça. On ne sait pas où on va, on ne sait pas comment on y va, on ne sait pas comment ça va finir, et c'est évident que l'oreille, elle attend la résolution de la musique, même si on n'en est pas conscient, mais ça n'a aucune importance, ça fait partie de la magie de la musique de film. Alors pour finir, je voudrais vraiment vous encourager à écouter, et pour ça je vous donne un petit truc. Ce qui est assez pratique, c'est que quand vous regardez un film, de temps en temps, vous pouvez fermer les yeux. 1, 2, 3 secondes, pas davantage, c'est pas la peine. Parce que dès qu'on ferme les yeux, en fait, c'est l'oreille qui prend le relais. Et c'est un bon moyen pour vraiment écouter ce qui se passe, non seulement la musique, mais la bande son aussi, c'est-à-dire tous les bruitages, tous les bruits qu'il y a autour. Je vous parlais des musiques de la peur, et Dieu sait si les bruitages sont importants. Des silences sont importants, mais les bruitages qui vont venir s'ajouter petit à petit dessus, parfois c'est juste suffisant pour vraiment faire peur aux spectateurs. Ça fait partie de la musique, ces bruitages. Et de pouvoir vous imprégner de cette bande-son comme une qualité à part qui est faite pour le film. Et je vous promets que vous allez vivre vraiment des grands moments quand vous pourrez vraiment ouvrir non seulement les yeux, mais aussi les oreilles. Je vous remercie. Et une fois n'est pas coutume, le principe de notre TEDx Conversation est également de proposer un échange avec notre invité. Je vous laisse avec les questions-réponses posées à Elisabeth Anskuter. Tu es donc musicienne, compositrice de musique de film, mais donc à la base musicienne quand même. Comment as-tu décidé de t'orienter vers la musique de film? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir spécialiste en musique de film? J'ai fait le conservatoire étant petite et je me suis toujours intéressée de savoir pourquoi, quand j'écoutais du Mozart, je savais que c'était du Mozart.
Pourquoi quand on écoute les Beatles, on sait que c'est les Beatles, enfin je sais pas, toutes ces musiques, je me suis toujours demandé pourquoi, comment ça se faisait que telle musique sonnait de telle façon et comme j'ai toujours été une fervente, défenseuse du solfège, que j'ai jamais trouvé rébarbatif pour ma part, j'ai eu des bons profs. J'étais au conservatoire de Lille et j'ai eu vraiment d'excellents profs. Je trouvais ça curieux, ces petites notes qui mettent ces petites taches d'encre qui émettent des sons et pourquoi elles émettent des sons et comment ça marche en fait. Donc c'était ma façon à moi de prendre un microscope et de regarder la musique à la loupe et d'essayer de comprendre et puis plus tard quand j'ai rencontré évidemment les grands compositeurs, enfin ce que je connaissais déjà parce que je suis née dans une famille, pour qui, la musique était un élément vraiment important. J'écoutais de la musique sur les genoux de mon père. Heu heu Ça m'a paru assez évident en écoutant des musiques de films que c'était ça que je voulais faire. Je savais pas trop comment m'y prendre, mais lors d'un stage, j'ai rencontré Laurent Petit-Girard et il a dit qu'il faisait un stage de musique de film et j'ai eu tout de suite envie de commencer parce que ça me paraissait évident ça me paraissait, enfin, c'était le métier de ma vie quand j'ai rencontré, sans tambour ni trompette, c'est le cas de le dire. Quand j'ai rencontré la musique de film, j'étais déjà cinéphile en plus, donc pour moi, c'était vraiment un moyen de je composais et j'adorais ça, mais je pensais pas à l'époque, j'avais une vingtaine d'années et je pensais pas que relier ça en tant que musique de film, même si je connaissais la composition, la musique et puis les films de l'autre, ça m'était pas tellement venu à l'idée jusqu'à ce que je rencontre Laurent Petit-Gérard et que je décide de me consacrer, à ça, pour le restant de mes jours. Ce rapport à la composition de musique de film, c'est souvent à la demande d'un réalisateur. Donc, on est soumis aux attentes d'un réalisateur. Et toi, comment tu vis cette contrainte? Est-ce que parfois c'est frustrant? Est-ce que, au contraire, ça peut permettre de vivre dans une sorte de cadre et de voir comment être créatif dans le cadre fixé par le Ouais. réalisateur? Les 2, moi j'ai plutôt fait du documentaire. Heu, c'est pas tellement un cadre, c'est ce que l'image veut dire en fait. C'est ce que l'image, c'est ce dont l'image aurait besoin, pas un besoin avec un grand B, mais heu, qu'est-ce qu'elle veut dire l'image? Là, les images que je présentais avec ce jeune homme qui marche, bon, c'est évident qu'il faut l'accompagner d'une musique, sinon ça veut juste rien dire et pour lui donner, ce deuxième scénario et ce souffle-là, donc c'est pas tellement le réalisateur qui a une contrainte, sauf si le réalisateur dit: «Tu me fais dans un style Mozart» et que je suis obligée de faire un style Mozart, alors que moi je pense que c'est pas le bon plan. Mais sinon c'est plutôt en en fait je pense que le vrai patron c'est l'image et parfois le réalisateur c'est pas forcément ce qu'il peut faire sur son image. Il y a des docs où, la réalisatrice me dit: «Bah, écoute, bon, qu'est-ce que tu peux faire là-dessus? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire là-dessus?» parce que bon, voilà, voilà l'histoire. Donc c'est plutôt le film, c'est plutôt les images qui donnent un rythme et qui nous emmènent et qui emmènent mon imagination. Est-ce qu'il arrive dans les films de partir d'une bande son pour tourner une scène ou choisir un arrière-plan ou un autre? Oui, tout à fait, ça existe, ça existe complètement. Ça existe notamment sur des musiques préexistantes, que ce soit une chanson ou que ce soit une une musique dite classique. Les 4 saisons de Vivaldi, par exemple, c'est une musique qui a été beaucoup prise dans les films et là, le réalisateur est obligé de monter son film sur la musique parce qu'on ne peut pas la couper n'importe où. Une musique qui est créée, en live, enfin, qui est créée comme on crée là, oui, il peut nous dire: «Écoute, il y a 4 secondes de trop ou il y a 4 secondes en moins, est-ce que tu peux rajouter?» et cetera, ce qui pose pas de problème. Là, pour le générique, si tout d'un coup, il se décidait d'enlever 3 secondes à son générique que vous avez vu, bon, OK, je me débrouillerai, avec mes petites machines pour que, on entende tout avec 3 secondes en moins. Par contre, une musique qui existe déjà, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est généralement une envie de réalisateur de mettre il a toujours rêvé de mettre, les 4 saisons de Vivaldi sur son film, voilà et il va le mettre et là, il va monter ses images avec. Oui, bah, tout d'abord, merci Elisabeth pour ce talk, ce que j'ai trouvé très intéressant. Vous avez un parcours qui est assez impressionnant, je trouve personnellement, et vous avez fait donc des musiques pour des films et des musiques pour les documentaires. Est-ce que vous avez une préférence entre ces deux types
de vidéos. Est-ce que vous préférez composer pour des documentaires ou plutôt pour des films? Je comprends la question, elle est légitime, mais en même temps, c'est pas trop comme ça que ça se passe. Tous les compositeurs rêvent de faire des films pour le cinéma, ce que je n'ai pas fait. Mhm. Quel est le compositeur de musique de film qui rêverait pas d'avoir un film qui passe au cinéma? Même si ça rapporte rien d'un point de vue argent, ce qui est souvent le cas. Parce que vous imaginez pas qu'on gagne beaucoup d'argent avec ça, vraiment pas. Heu, non, moi, c'est l'idée qui m'intéresse. C'est l'idée alors évidemment, un documentaire, l'idée, elle est assez unique. C'est-à-dire que j'ai fait, par exemple, une série de documentaires sur, pour France 3 sur, la responsabilité de la France pendant la guerre 40 du génocide. Donc, sujet pas facile, lourd, donc c'était une seule idée. Il y avait trois phases différentes, mais la réalisatrice, Tessa Racine, elle m'avait dit: «Bon, écoute, tu fais pas pleurer les chaumières» et cetera. Mais c'était une seule idée. Par contre, un film, il va y avoir plusieurs idées. Il va y avoir, une histoire, par exemple, une histoire d'amour et puis tout d'un coup, il va y avoir une balade, romantique, puis tout d'un coup, il va y avoir une scène de meurtre, par exemple. Donc là, ce sont des musiques qui sont différentes, mais il faut qu'elles fassent partie d'un même package, quoi, en gros. Donc moi, ce que D'accord. j'aime, Non, mais c'est mettre une idée en musique, en fait. Comment se passe ton processus de composition? Tu composes au piano et puis ensuite tu rajoutes d'autres instruments ou vraiment Ouais, c'est aléatoire? j'improvise au piano. Moi, j'improvise au piano, ouais. Ou alors, je sais dès le départ, qu'il va y avoir parce que je travaille avec la musique assistée par ordinateur dans mon petit studio et je sais qu'il va y avoir, des scènes où j'ai directement besoin de cordes ou de tous mes instruments virtuels dont je dispose. Donc à ce moment-là, je peux m'y mettre directement. Mais si c'est pour trouver un thème, ça, c'est imparable. Les doigts sur le piano, je les laisse, je lis le scénario, où on me raconte l'histoire ou, bon, ce qui est que les documentaires, on a toujours le temps, les documentaires. Enfin le temps, je veux dire, pas forcément le temps, mais on a toujours, moi j'ai toujours rencontré une grande liberté, donc je laisse courir mon imagination, je me mets dans la peau du personnage, enfin, j'essaie de complètement sentir l'ambiance à l'intérieur. Si c'est une ambiance de tristesse, j'essaie de me sentir dans l'ambiance de tristesse et je laisse courir mes doigts, ça c'est clair. C'est comme ça que j'aime faire, en tout cas, quand il y a le temps. Et tu composes un peu personnellement pour toi, sans commande ou. En musique dite contemporaine, oui. Et du coup, c'est le même état d'esprit ou c'est Non, plus de non, non, liberté du pas coup? pour moi. Non, c'est pas une question de liberté. Je me sens pas libre en musique de film. Non, c'est pas une question de liberté, c'est une question où là, je vais plus en profondeur pour aller chercher un ressenti à l'intérieur de moi. Je fais ma propre musique de film, sauf que personne connaît mes images et que j'ai créé un quatuor, par exemple, quatuor à cordes, il s'appelle quatuor numéro 1 parce que je veux pas du tout influencer. Là, c'est le contraire, je veux pas du tout influencer l'auditeur. C'est, à la limite, ce que j'ai mis dedans et ce que j'ai voulu raconter dedans, c'est mon jardin secret quelque part. Je donne ma vision du monde comme tous les compositeurs de musique. On a c'est notre vision du monde qu'on met dans des notes, mais après, l'auditeur, il en fait ce qu'il veut. Enfin, il imagine ce qu'il veut dessus. Le succès d'un film est toujours relié à la qualité du réalisateur et des acteurs dans celui-ci, alors que tous les grands films se basent en fait sur une bande-son magnifique. Est-ce que le public va un jour réaliser l'importance de la musique dans les productions? Le public, à l'Union des compositeurs de musique de film, à l'UCMF, on se bagarre beaucoup pour, faire une belle pub et il y a de plus en plus de pubs de la musique de film et il y a de plus en plus de ciné-concerts. Le public est à l'écoute de la musique de film, le public est là. Mais vous voyez, le dernier mot que vous avez mis, c'est production. C'est les productions, elles, qui sont pas forcément là et qui sont pas forcément là aussi pour aider financièrement, notamment en ce qui concerne la télévision. Les budgets sont extrêmement pauvres, les compositeurs ont extrêmement peu de temps et vous en gros, comme une recette de cuisine, je vous donne 50 € pour faire un repas pour 10 personnes en une demi-heure ou je vous donne, 5 000 € pour faire un repas pour 10 personnes et je vous laisse une semaine. Lequel des 2 repas sera le mieux? Ben, nous, c'est un peu pareil et ça va très vite et on dit toujours que la musique, c'est la 5e roue du carrosse. Donc en télévision, en cinéma, c'est un petit peu plus bon, j'ai pas travaillé pour le cinéma, mais je connais le milieu,
je veux dire, il y a des contraintes énormes. Il y a toujours des contraintes énormes et des contraintes budgétaires. Et puis parce que ben, je comprends les productions. Avoir des vrais instruments, avoir un vrai orchestre, ça coûte une petite fortune. Donc on travaille avec nos machines, mais ça ne rendra jamais. Ce que vous entendez, le 99% des musiques que vous entendez, c'est des machines. Même, ça n'empêche pas de mettre plein de compétences, plein d'amour, les compositeurs sont doués, c'est pas le problème. Ils ont du talent, c'est pas le problème, mais il faut leur laisser un peu de temps. On ne peut pas créer comme ça. Alors bon, alors on improvise directement et puis on improvise directement ce qu'il y a dans la machine et puis on y va, on donne la bande son, on la met sur le film, point barre. Bah, bon, il y en a qui savent faire ça très bien, hein. C'est chouette d'avoir un peu de temps et pour ça, il faut avoir un peu de moyens et pour ça, il faut avoir un peu de moyens de budget. Et puis avec la crise qui est là, c'est pas là de s'arranger, hein. Tu es aussi intervenante en école de cinéma où tu t'adresses à des jeunes réalisateurs. Et quel est, sans nous faire un cours de plusieurs heures sur la musique de film que tu dois faire assez régulièrement à tes élèves, quels sont les meilleurs conseils que tu donnes à ce genre de réalisateurs? Comment tu éveilles leur sensibilité à la musique de film? Là, cette année, je donne des cours à l'écart, à l'école du cinéma l'écart. Euh, Cette année, j'ai décidé de faire un cours d'histoire de la musique de film parce que je pense un réalisateur doit avoir beaucoup de connaissances filmiques. Ça doit être un boulimique de films et pas seulement de films du 21e siècle parce que ce sont des jeunes, hein, mais pas seulement du 21e siècle. Je pense il faut qu'ils regardent les films des Frères Lumière. Je pense que de nos jours, c'est vraiment pas compliqué de regarder tous les films qu'il y a eu et de tous les pays et pas seulement les sujets qu'on aime. J'ai fait tout un cours sur la nouvelle vague, par exemple, parce que c'est vraiment important. Et pour s'apercevoir qu'en fait, aussi bien en musique qu'en cinéma, quelque part, on n'a rien inventé, à part les machines. Mais je veux dire, point de vue création, on n'a rien inventé, mais on fait des mélanges différents qui sont extraordinaires. C'est pas le souci. Il faut vraiment être cultivé sur le métier qu'on veut faire, quel que soit le métier qu'on veut faire. Je pense que la culture qu'on en a est vraiment, vraiment importante. J'imagine pas un acteur au théâtre ne pas connaître ses classiques, ne pas avoir connu des tirades du Cid ou de Molière. Je veux dire, ça se fait sûrement, mais c'est pas mon truc à moi. Moi, mon truc, c'est de puiser dans ce qui existe et voir comment ça peut se transformer. Mais maintenant, la jeune génération, elle fait comme elle veut. Je veux dire, les jeunes compositeurs, ils font comme ils veulent. Ils font pas forcément de mélodie. Ils prennent des musiques, ils les mélangent avec d'autres. Ils font une alchimie qui est super chouette, en fait, hein. C'est du beau boulot, hein, qu'ils font c'est vraiment du beau boulot, mais c'est pas le mien. Moi, je suis une mélodiste. J'ai rencontré Morricone quand j'étais petite. J'ai plus 20 ans depuis longtemps. Moi, j'ai besoin de papier musique, de crayon. J'ai besoin de mes machines aussi, mais donc, je pense que ça passe vraiment par la culture. J'ai entendu des compositeurs dire des choses vraiment comme si c'était eux qui l'avaient inventé, alors qu'en 1930, c'était déjà là sur tel film. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, peut-être que je changerai d'avis après, mais pour le moment, ça me paraît vraiment important d'être boulimique de ce qu'on veut faire, boulimique de films et de musique, mais boulimique, d'un vrai accro. On fait que ça, on n'écoute que ça. Et toi, en tant que spectatrice et Ah. auditrice, quel est ton film pour lequel tu te dis, là vraiment, le compositeur derrière cette bande originale a vraiment réussi à transmettre et à mettre l'emphase sur les émotions ressenties dans le film? Quel est ton film qui te représente le Oh, plus? c'est compliqué, mon film, Il peut y mais avoir plusieurs réponses. ouais, oui, oui, ah bah oui. Moi, j'ai toujours été une grande, comme la plupart des compositeurs, en tout cas de mon âge, une grande fanatique de Morricone. Je pense que Morricone, avec Sergio Leone ou bien Fellini avec Nino Rota, je trouve que ce sont des mélanges, ce sont des alchimies extraordinaires qui sont toujours actuelles. Ce qu'il arrive à nous faire passer comme émotion, Morricone est extraordinaire. Et en même temps, il y a aussi, je parlais de Jerry Goldsmith avec Alien, par exemple. Je veux dire, j'ai jamais, le premier Alien, hein, 79, je crois. J'ai jamais, il y a une orchestration qui est telle que
qui nous, dès le générique, mais on est glacé, quoi. On est glacé jusqu'aux os. Ou Bernard Herrmann avec Hitchcock, rien que pour parler de Psycho, je veux dire, ou les 8 films qu'il a fait avec Hitchcock, il arrive à traduire il arrive complètement à traduire ce que les images racontent, ou ce dont les images auraient besoin. Moi, je Non, sais, un film beaucoup plus contemporain qui m'a beaucoup touchée pour la musique, c'est Interstellar. Je suis une grande fan de science-fiction et j'adore ça. Et Interstellar m'a vraiment impressionnée surtout la façon dont Hans Zimmer a voulu faire cette musique. J'ai regardé tous les YouTube, tout ce qui se passe. Quand j'ai une conférence et que je présente un film, je regarde absolument tout ce qu'il y a autour. Et j'ai trouvé que c'était un travail remarquable et que ça retraduisait complètement ce qu'on pouvait voir d'Interstellar. Et je l'ai vu beaucoup de fois. Parce que quelquefois, on aime un film et sa musique, puis quand on le revoit, c'est bof. Et là, je l'ai vu, je sais pas, 3, 4, 5 fois, peut-être plus. Et je me destine à le regarder encore. Sinon, mon eh film ben, sur une île déserte, c'est probablement 2001 Odyssée de l'espace. Ça, c'est un mm. film dont je ne peux pas me passer. Qui fait la beauté de la musique de film, c'est que ça participe à faire rentrer certains films dans le Ouais, patrimoine ouais. culturel. Ah Amélie oui, oui, Poulain, oui. on ne peut pas se passer de Ouais. cette musique de Yann Tiersen qui est vraiment liée Ah oui, oui, oui. à ce film. Bah, j'ai eu l'occasion de voir 2001 Odyssée de l'espace avec la musique originale qui avait été composée par Alex North, par exemple, et qui a été présentée par son fils, qui est venu nous raconter. Je ne vous raconte pas l'histoire, c'est trop long, mais j'ai vu, parce que dans 2001, il n'y a que des musiques dites classiques dedans. Et j'ai entendu ce film avec la musique originale, mais ça n'a rien à voir. Et tu sais, si Alex North c'était quelqu'un de particulièrement doué, c'est pas le problème. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas le même film. Kubrick, il l'a Et pensé autrement, c'est tout. les gros compositeurs de musique de film actuels travaillent avec toute une équipe pour la composition. Ah, ils ont des collaborateurs de partout, partout. Mais les compositeurs, les jeunes compositeurs, ils rêvent tous d'être un collaborateur de Hans Zimmer, et je les comprends. Approcher le maître, je les comprends. Et toi qui as une grande culture en fait de la musique de film, est-ce que c'est une pratique qui était courante même depuis l'invention de la musique de film, d'avoir un gros compositeur et et toute une équipe qui participe à l'élaboration? Oui, oui, bah, il fut un temps à Hollywood, dans les années jusqu'à à peu près Hitchcock, donc disons à peu près les années 50, il y avait les compositeurs à Hollywood étaient mis par des sortes de castes en fait. Il y avait les compositeurs, il y avait les arrangeurs, il y avait tout un tas donc il y avait plein de collaborateurs en dessous. Parce que c'était l'époque où on demandait au compositeur de composer, point barre. On ne lui demandait pas de faire toutes les orchestrations, on ne lui demandait pas d'enregistrer, on ne lui demandait pas de faire tout ce qu'on fait. Parce que nous, en fait, sur nos machines, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout, puisqu'on donne la bande prête comme ils veulent, comme ils veulent. Exactement ce que j'ai fait pour le film que vous m'avez demandé. On rend tout comme si nous étions pas comme si, parce que nous sommes les propres producteurs, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il fut un temps, on demandait au compositeur de composer, il rendait sa partition en noir et blanc notée, il donnait, puis voilà, il avait fait sa partition. Maintenant, on nous demande de faire tout, donc c'est beaucoup plus de travail. Donc oui, il y a des collaborateurs, c'est sûr. Enfin, peut-être pas tous, mais beaucoup de jeunes cherchent à être des collaborateurs de compositeurs français ou étrangers, et ils ont bien raison, parce qu'ils se forment comme ça. C'est une- c'est- j'ai- Ce n'est pas ce que j'ai fait, mais je trouve que c'est une bonne idée. C'est d'aller dans les pas d'un grand compositeur qu'on aime bien et qui accepte de donner de son temps. J'ai travaillé avec Gabriel Yared pendant un an, il a accepté pendant un an ou un an et demi, je ne sais plus exactement, bah, il a accepté pendant ce temps-là de me recevoir et puis de m'écouter, de me faire travailler. Il a passé du temps, et ces compositeurs-là passent du temps. Il y a vraiment une vocation dans ces métiers autour de la Ah musique ouais, il vaut et il mieux, faut ouais. y mettre de son âme dans Ouais. ce qu'on produit et ce qu'on crée. Je pense que c'est assez satisfaisant, même si peut-être qu'avec certains aspects plus économiques, comment dire, de questions de rentabilité du cinéma, c'est un peu difficile de faire le mélange entre la créativité et cet aspect-là peut-être plus économique.
Il y en a qui rentrent à l'Union des compositeurs de musique de film et qui disent combien je vais gagner. Je dis ben, entre 0 et 1 million d'euros. C'est juste. Il y en a même maintenant qui font des études de commerce avant de se lancer dans la musique de film pour être sûr de pouvoir se vendre. Ben, ils ont raison, hein, parce que le plus important, je veux dire, c'est de vendre son travail. Moi, quand j'ai commencé, c'était déjà un petit peu encombré, mais là, maintenant, de nos jours, on est beaucoup, beaucoup de compositeurs autour d'une toute petite goutte de miel, hein. Le gâteau n'est pas très gros, donc ben, chacun cherche sa place. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes compositeurs qui veulent se lancer là-dedans, c'est de s'assurer à côté d'avoir un travail, quel qu'il soit. Il n'y a pas de honte à avoir un travail, même travailler dans un fast-food, ça n'a aucune importance, de façon à ne pas crever de faim. Parce qu'il y a 95% des compositeurs qui ne vivent pas de leur composition, comme les écrivains, hein, ça n'a rien de honteux. Les écrivains, ils sont profs, ils sont bon, ben voilà, les compositeurs aussi. Il y a énormément. Je fais plein de trucs, je donne des compositions parce que je ne vis pas de mes droits d'auteur. Il se trouve que je suis commissaire à la SACEM aussi, donc je suis un peu dans les petits papiers de la SACEM, mais en ce qui concerne cette crise, mais que les droits d'auteur sont toujours décalés, c'est-à-dire qu'on touche les droits d'auteur entre 9 mois et 1 an après la diffusion. Si là, ce soir, il y a un film qui est présenté, le compositeur va toucher ses droits 9 mois ou 1 an après, selon le système de répartition de la SACEM. Donc, comme il va y avoir, là déjà, il n'y a plus de films cinéma, donc plus de rentrée. Là, au cinéma, on est payé à l'entrée. Il y a un certain pourcentage sur le ticket d'entrée. C'est pour ça que quand les cinémas rouvriront, il faut tous vous précipiter, même si vous ne voulez pas voir le film, vous y allez quand même. Mais il va y avoir, oui, il y a un impact. C'est pour ça que moi, je fais la formation professionnelle. Donc, c'est pour ça que les jeunes, on les encourage à continuer les études ou faire des formations professionnelles de façon à pouvoir essayer de passer la crise comme on peut, 1 an, 2 ans. Mais il y a une crise, il y a, au niveau de la culture, et que des droits d'auteur, et que il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas ça fait des répercussions, ça fait comme des dominos, quoi. Ça fait l'effet domino. Et c'est affreux. Pour nous, je ne dis pas que pour les autres, c'est bien, hein, les restaurateurs, etc. Mais si je parle que de ça, c'est à pleurer, quoi. C'est à pleurer parce qu'il y a plein de jeunes qui vont passer à la trappe et qui vont plus avoir de quoi bouffer. C'est aussi palpable que ça. Là où je suis toujours optimiste, c'est que je crois beaucoup en la jeune génération qui se bouge et qui met énormément d'énergie quand elle y croit. Et là j'ai confiance. Ouais. Alors, il faut y aller, les petits gars. Il faut bosser. Ah ouais, il faut y aller parce que C'est vrai, je suis assez d'accord avec vous, Elisabeth. Enfin, il est clair que le milieu de la culture en ce moment est en train de mourir à petit feu. Mais j'aimerais revenir sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est les contraintes financières et temporelles que vous avez quand vous développez une œuvre, quand vous développez un morceau. Pour beaucoup d'artistes, ce sont des contraintes qui leur permettent d'éveiller leur créativité, d'avoir ces contraintes, d'avoir un certain budget assez limité et très peu de temps. Pour certains artistes, ça leur permet de faire des productions de meilleure qualité, selon eux. Ça leur permet d'avoir un coup d'adrénaline et de boost. Et pour d'autres, c'est l'inverse, ça les stresse, ça leur met une pression et ça leur empêche leur créativité. Vous, quel est votre avis là-dessus et comment vous ressentez ces contraintes? moi je pense qu'un compositeur de musique de film, si ça le stresse qu'il soit obligé de travailler très vite et avec des contraintes, alors il faut qu'il change de métier. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Je veux dire, prenons un exemple, j'ai de l'imagination. Spielberg, il m'appelle demain et il me dit: «Tu me fais un thème pour mon prochain film, mais je le veux demain matin». Je vais lui dire: «Ah non, mais tu comprends, là, tu me stresses». Je vais pas dire ça. J'éteins tout, je ferme tout et je travaille toute la nuit et le lendemain, j'envoie une musique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si on fait ce métier par passion, on dit: «Bon, bah, OK». Alors que ça booste, oui, oui, moi je trouve, ouais, ouais, les contraintes, oui, 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 les contraintes, ouais. Enfin, c'est le propre d'un artiste en même temps. Je veux dire, si c'est, «Ah bah non, c'est pas comme d'habitude», bon, OK, bah, OK, mais, fais un autre métier. Oui, oui, ça booste, on est obligé effectivement, là, je suis en train de finir un conte audio pour enfants, bon, mais j'avais pas tout ce qu'il fallait. Je pouvais pas acheter, encore une machine et tout parce que nos home studios, c'est bien gentil, mais ça coûte une fortune quand même d'acheter tous les plugins et tous les instruments et cetera. Donc j'avais pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon micro et je me suis démerdée.
J'ai pris mon micro, j'ai pris mon matos, et j'ai pris mon sac à dos et puis j'ai été enregistrer tous les sons dont j'avais besoin et puis bon, voilà, oui, et c'est chouette parce que je voulais pas prendre des sons existants, bon, je voulais pas prendre des musiques et cetera. Enfin, c'est un petit peu compliqué. C'est un peu compliqué ce que je mets en place donc oui, ça booste, on est obligé de trouver des tas de moyens, mais il y a des fois, on en a marre de pas avoir les moyens. Surtout quand le réalisateur dit: «Bon, ben, voilà, moi je voudrais, un thème, à la clarinette». Bon, OK, d'accord, mais je veux pas une machine, hein, je veux un vrai. OK. Combien tu me donnes? Bon, je sais pas, 50 €. Non, mais je l'ai eu ça, hein. Non, mais je dis: «Mais attends, je la clarinettiste, un studio professionnel, mais tu peux faire ça chez toi». «Mais oui, mais moi j'ai pas un studio professionnel, je suis compositrice, je suis pas un studio d'enregistrement». Nanana, il me donne 50 balles et il est content de me donner 50 balles. Bon, donc c'est plutôt ça les contraintes. Non, mais attendez, j'ai eu ça, on me demandait de faire des musiques, comme pour Le Roi Soleil, un album qui se serait appelé Le Roi Soleil ou je sais pas quoi, mais j'avais zéro, zéro. Les instruments, je les trouve où? Ah ben bon, ce sont des copains, oui, ils sont 10, je les fais jouer où? Vous voyez? Et les gens réalisent pas du tout que ça a un coût, même si on ne paye pas beaucoup, même si ce sont des copains, même si parce qu'évidemment je connais tout ça, c'est pas le problème, mais à un moment donné, quand on veut un bon repas, il faut mettre les moyens. Quand on veut une bonne musique, quand on veut des bonnes images, quand on veut une bonne peinture, il faut mettre un peu de moyens et c'est ça qui manque. J'essaie déjà de dire aux gens que quand on prend un film, même, un film de famille et qu'on prend une musique, ben, qu'on ait au moins la correction de marquer qui a composé la musique. Il y a plein de voilà, on écoute une musique et puis on regarde une bande quelle qu'elle soit et puis, bah, il y a une musique derrière. Il y a une personne qui a pensé, qui s'y est mis, qui a je parle pas des musiques libres de droit. Déjà, c'est sympa les films, plutôt que de les télécharger, on peut peut-être les regarder en VOD. Moi, j'ai un VOD et là, ça me coûte entre, 4 € et 5 € le film. J'irai pas ça va pas, me miner mon moral de mettre 5 €. Voilà, je les regarde en VOD. Après si je les prends pour mes conférences, il faut que j'achète les DVD pour les convertir, mais, la culture pour tous, ça veut pas dire, ben, je te prends n'importe quoi et puis j'en fais ce que je veux et ça veut dire un respect aussi pour les personnes, pour les auteurs qui ont fait tout ça, le scénariste, le réalisateur et le compositeur. Ça veut dire ça. Aussi une manière, pour reprendre un peu le thème de notre TEDx, dévoiler un peu tous ces mondes invisibles derrière, Bah oui. derrière cette production sonore qui fait pourtant maintenant partie de nos quotidiens, non seulement au cinéma, mais Ouais. je sais que notamment la génération d'étudiants à laquelle j'appartiens, à laquelle la plupart des personnes qui sont présentes sur cette réunion appartient, la musique fait partie de nos vies et pourtant, tout en étant invisible, il y a du monde derrière. Et je pense que c'est important Ouais, de il y a donner du cette monde, reconnaissance. du monde, il y a des gens penchés dessus. La musique du générique de TEDx, il y a un jour un mec ou une nana qui s'est penché dessus et bon, c'est peut-être je ne sais pas si c'est une musique qui a été, c'est probablement une musique libre de droit ou je ne sais pas si, la chaîne TEDx a décidé de payer un compositeur pour faire la musique. Enfin, pour TEDx, je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire de cette musique, mais, il n'y a pas de petite musique en besoin, il y a juste une musique tout court. Si c'est pour accompagner, tous les génériques, le générique sympathique de TEDx, il y a forcément une musique sympathique derrière. On va pas mettre, Les Dents de la Mer ou alors tout le monde va rigoler il y a forcément, une personne qui s'y est mise et cette personne, bah, elle a du matériel et «Ah ben oui, mais tu seras payé en droit d'auteur». Ben non, on ne sera pas payé en droit d'auteur. Je veux dire, pour YouTube, je pense que ça va changer à la SACEM, mais pour avoir 1 000 € de droits d'auteur pour une vidéo qui passe sur YouTube, il faut 1 million de clics. 1 million, c'est pas mal quand même. Bon là, je ne sais pas, si, le TEDx, je ne peux pas le faire passer sur YouTube, je ne pense pas, mais c'est bien dommage parce qu'avec, YouTube, comme TEDx est bien regardé, là, sur les musiques que je vous ai montrées puisqu'elles sont toutes de moi, là, j'aurais eu quelques droits d'auteur. Parce que TEDx, c'est une chaîne qui est beaucoup regardée. Et voilà, ainsi s'achève notre 4e épisode du TEDx Conversation. Nous souhaitons remercier Elisabeth Anscooter de bien avoir voulu échanger avec nous sur son sujet de la musique des films. Nous remercions également notre public d'avoir été présent lors des enregistrements du TEDx Conversation sur Zoom. Nous espérons que cet épisode vous a plu
et que vous serez nombreux à écouter notre prochain épisode qui devrait paraître sur toutes les plateformes de téléchargement d'ici peu. Cet épisode portera sur les neurosciences et sur comment notre cerveau joue avec notre attention. Dans ce prochain épisode, nous recevrons Nabil Alouani qui nous donnera son point de vue sur cette question. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt sur Talks.